Bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Enouf qui va nous présenter le Covid-19, les véritables enjeux de santé publique. Vincent Enouf est responsable du Centre national de référence des virus des infections respiratoires de l'Institut Pasteur et aussi responsable de la plateforme de microbiologie mutualisée. C'est un plaisir de t'accueillir, Vincent, et ces webinaires de l'enseignement sont organisés en collaboration avec l'Association des anciens élèves de l'Institut Pasteur et l'Agence universitaire de la francophonie Europe de l'Ouest. Et nous avons une chaîne YouTube que vous pouvez suivre, que nous allons poster dans le chat sur nos dernières interventions. Les prochaines interventions de l'an prochain ne sont pas encore définies. Bonjour à tous, Vincent Enouf. Vaste sujet, je vais vous parler donc, du Covid-19. Ça résonne, non? Non, c'est bon. Comme un enjeu de santé publique. Et donc, je vais vous parler un peu, évidemment, du Covid-19, ce qui s'est déroulé durant la pandémie, comment on a vécu ça un peu au CNR. Et voilà. Commençons. Donc, on est en décembre 2019, fin décembre 2019. La Chine informe l'OMS de pneumopathie inconnue dans la ville de Wuhan. À ce moment-là, le CNR est évidemment dans le réseau international et le réseau OMS, WHO, au courant qu'il se passe quelque chose en Chine. Et donc, comme on a l'habitude de le faire pour des virus émergents, on met en place, en fin de compte, et on regarde ce que l'on possède dans nos frigos, c'est-à-dire de systèmes qui permettraient éventuellement de détecter un nouveau virus, et notamment un coronavirus, puisqu'à ce moment-là, on va savoir que c'est un corona, à l'aide de la séquence qu'aura publiée la Chine. Et donc, le 7 janvier, un nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2, on n'appelait pas comme ça, encore comme ça à l'époque, est responsable du Covid-19. La pandémie n'est pas encore totalement déclarée, mais en tous les cas, le 24 janvier 2020, la France, en Europe, va détecter ces deux premiers cas, des cas d'importation, puisque ce sont des personnes qui reviennent de Chine ou des Chinois en vacances en France qui vont être détectés positifs. Entre la fin décembre et le 24 janvier, en fin de compte, on avait mis en place, grâce à la séquence des Chinois, on avait mis en place tout un système de détection, donc mis en place une nouvelle PCR qui, pour la suite, aura été validée par les instances internationales et même prouvée, utilisée dans différents kits commerciaux. Et cette PCR va, en fin de compte, nous permettre de détecter, avec l'assurance qu'il faut, et que l'on avait affaire au premier cas, en fin de compte, de SARS-CoV-2. Tout ça arrive un vendredi, c'est toujours comme ça, un vendredi soir, à 19h, et à 20h, il était déclaré que les premiers cas étaient détectés en Europe. Ensuite, le 30 janvier, l'OMS déclare l'état d'urgence sanitaire de portée internationale, et le 6 mars, on fait déjà appel à 100 000 cas avec 3 385 décès. Et donc, tout va s'enchaîner et tout va prendre beaucoup de vitesse. Et il va falloir apprendre au fur et à mesure du temps qui passe, des actions qui vont être menées sur ce nouveau virus pour lequel, au départ, on ne connaît pas grand-chose. Le 11 mars est déclarée la pandémie par l'OMS. On s'en doutait un peu, évidemment. Et il y a de plus en plus de pays qui sont touchés et même tous les pays du monde sont touchés en fin de compte par ce virus. Et il va y avoir, et c'est pour ça qu'on fait appel, on dit qu'il y a une pandémie. Et le 4 avril 2020, on a déjà 1 million de cas dans le monde. Et au mois de décembre, on a 68 millions de cas avec plus d'1 million de décès déjà recensés dans le monde. Durant toute cette période, en fin de compte, ça fait 3 ans et demi maintenant que le CNR travaille sur le Covid-19. On a eu beaucoup d'actualités, et notamment d'actualités tournées autour de la vaccination en France. Et donc, j'ai décrit plusieurs actes, en fin de compte, qui se sont déroulés et qui retracent un peu tout le cheminement de l'année 2021, en fin de compte. La mise en place de la vaccination à peu près entre 27 décembre 2020, avec le premier vaccin qui était un vaccin Pfizer ARN, avec le déploiement des centres de vaccination, puisqu'il fallait faire et prendre les décisions de qui étaient les personnes à vacciner les premières. Ce seront les personnes à risque, les personnes âgées de plus de 75 ans. Et donc, le 14 janvier 2021, des centres sont déployés déjà. De plus en plus de vaccins sont autorisés avec le vaccin Moderna, qui est toujours un vaccin ARN. Et puis ensuite suivront le vaccin AstraZeneca
et le vaccin de Janssen. Tout ça dans les 3 premiers mois de l'année 2021. À ce moment-là, la vaccination n'est pas encore ouverte à tout le monde. Elle sera à partir de la fin mai, où là, toutes les personnes de plus de 18 ans pourront être vaccinées. Et si vous vous souvenez bien, c'était quand on était vacciné, on avait le droit de faire de plus en plus de choses, de sortir, masquer, pas masquer au départ, puisqu'on n'avait pas suffisamment de masques en France, et donc on les réservait pour toutes les urgences médicales, les hôpitaux, les EHPAD, etc. Mais très vite, on en aura et donc on se protégera avec le vaccin. Le pass sanitaire aussi va être mis en place de telle manière à ce que la circulation de la population puisse se refaire en France. Et il y aura déjà un début de la campagne de rappel qui va être faite assez rapidement. Et en fin d'année, un grand nombre de personnes seront déjà vaccinées avec une primo-vaccination et évidemment avec des doubles vaccinations avec le rappel. Donc voilà un peu le cheminement et tout ça s'est déroulé durant l'année 2021. Aujourd'hui, le Covid-19 donc est toujours d'actualité. Évidemment, on a eu affaire à 9 vagues quasiment successives. Aujourd'hui, on a affaire à des vaguelettes, je dirais. Tout dépend, en fin de compte, de l'immunité de la population. Plus vous avez une immunité qui chute, car on sait que les anticorps, et on reviendra dessus, on en perd une certaine quantité, en tous les cas, leur efficacité est moins bonne au bout de quelques mois, et bien sans doute qu'il y aura des petites vagues de Covid qui reviendront suite à une baisse de l'immunité de groupe. Aujourd'hui, on a une incidence qui baisse énormément, on a un taux de positivité qui baisse aussi toutes les semaines. Le variant, et on reviendra là-dessus, le variant, puisqu'on a parlé de séquençage, de PCR. Les gens ne savaient pas ce qu'était une PCR avant. Maintenant, ils savent ce que c'est qu'une PCR, le confinement, enfin, plein de termes scientifiques, en fin de compte, qui ont été mis au goût du jour par les journalistes et les publications scientifiques. Et aujourd'hui, on a affaire à un variant Omicron qui est très stable, en fin de compte. Comme vous voyez sur l'écran, ce sont les barres rouges ici qui, maintenant, depuis plusieurs semaines, circulent. Et maintenant, on a affaire à des recombinants d'Omicron sur la partie droite de ce graphique en bas à gauche. Sur le tableau du centre, vous voyez le nombre de cas confirmés dans le monde et dans les différents pays avec la mortalité. Des pays ont une certaine mortalité et on retrouve la même quasiment, que ce soit dans les pays d'Europe, l'Italie, le Royaume-Uni, la France, car on a eu, même si les politiques étaient un petit peu différentes suivant les moments, on était un peu avec les mêmes structures et surtout quasiment les mêmes vaccins, etc. Et donc, on retrouve un peu les mêmes choses. En revanche, si vous regardez la Chine, alors là, la Chine, il n'y a quasiment pas de morts. C'est là où on se rend compte que déjà, les cas mortels n'ont pas forcément tous été recensés. C'est la politique qui a pris le dessus, en fin de compte. Et en plus, aujourd'hui, ils ont changé de méthode pour calculer le nombre de morts. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, ces chiffres, si vous sortez des États-Unis, des pays européens, des pays d'Afrique, eh bien, en tous les cas, la Chine est toujours à part entière. Et ces cas ne reflètent pas, en tous les cas, les décès qui ont pu avoir lieu dans ce pays. Très récemment, c'était le 5 mai dernier, l'OMS annonce la levée de l'état d'urgence sanitaire mondial. Et donc, ça y est, on est repassé, je dirais, dans une phase normale. Et on le verra en fin de topo, quelle est la vie, en fin de compte, des virus respiratoires vis-à-vis de ce SARS-CoV-2, de cette COVID-19. Alors, le SARS-CoV-2, si on regarde d'abord les aspects cliniques, eh bien, vous avez différentes formes cliniques, des formes asymptomatiques qui ont sans doute permis, et c'est avéré aujourd'hui, permettre la diffusion du virus sans s'en apercevoir au sein de la population dans un premier temps, en tous les cas. Des formes modérées qui sont les plus fréquentes, en fin de compte. Vous avez un rhume, vous êtes malade, vous avez un état grippal, en fin de compte, mais vous ne devenez pas un cas sévère, en tous les cas. Et puis, la troisième partie en rouge, où là, vous avez une sévérité des cas, et la sévérité, en fin de compte, est établie par l'hyperinflammation, des problèmes de coagulation, altération de la barrière endothéliale, etc., etc. Et on découvrira, en fin de compte, de plus en plus de choses au fur et à mesure du temps, en tous les cas, avec un syndrome de détresse respiratoire très sévère. Donc, ces symptômes extra-respiratoires vont aussi apparaître
C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir juste des problèmes respiratoires, vous allez aussi avoir des problèmes gastriques, des problèmes cardiaques, comme je viens un peu de l'énumérer. Et on verra ensuite, on aura affaire à des séquelles à long terme, ce que l'on appelle aujourd'hui le Covid long. Le Covid long, après 3 ans et demi de Covid, en effet, il y a énormément d'effets collatéraux, en fin de compte. Vous avez 10 à 15% des personnes qui ont été infectées, et c'est l'OMS qui le dit, qui sont aujourd'hui porteuses d'un Covid long. Malheureusement, on manque de structures encore aujourd'hui qui s'intéressent suffisamment à ces problématiques, même si ça commence à être pris en charge, mais en tous les cas, on commence à comprendre davantage et à comprendre le mal des personnes qui le subissent. Ça peut être dû à des myalgies, à un sentiment de faiblesse, de fatigue permanente. Et donc, c'est très compliqué, en fin de compte, de travailler, de reprendre une activité professionnelle quand on a certaines formes de Covid long. D'une façon indirecte aussi, le Covid a provoqué de nombreux soins qui ont été, le report de nombreux soins à l'hôpital entre 2020 et aujourd'hui. Des diagnostics ont été retardés. Et si on regarde les chiffres, on établit qu'en fin de compte, 3,5 millions de séjours hospitaliers n'ont pas été effectués entre mars 2020 et 2022, ce qui est juste gigantesque. Et cela pourrait entraîner, puisque les maladies n'ont pas été prises en charge suffisamment vite, pourrait entraîner entre 1000 et 600 000 décès supplémentaires dans les années à venir. Donc, c'est vraiment un problème qui aujourd'hui est un nouveau problème, en fin de compte. Et puis, sans parler évidemment de la santé mentale des Français suite aux différentes décisions qui ont été prises de confinement, de passe sanitaire, qui, pour certaines personnes, ont provoqué justement des maladies mentales et, en tous les cas, exacerbé certains problèmes. Les facteurs de risque du SARS-CoV-2, enfin du Covid-19, déjà, dans un premier temps, c'est l'âge. Évidemment, on a très vite vu que les personnes de plus de 75 ans étaient des personnes qui étaient justement, qui pouvaient être infectées très facilement, en fin de compte, par le Covid-19. On a remarqué aussi que les hommes étaient plus infectés que les femmes. Vous avez les graphiques sur cette page qui vous l'illustrent. En bas, les 3 graphiques, les colonnes en bleu correspondent aux hommes et les autres aux femmes. Vous voyez que les hommes sont toujours supérieurs au niveau des admissions à l'hôpital, des hospitalisations ou même des décès, et que ces décès, d'ailleurs, sont davantage et beaucoup plus importants à partir de 70 ans que dans la période, je dirais, active entre 15 ans et 60-65 ans. La méthode, en fin de compte, qui a été trouvée au tout départ, c'était le confinement. Le fait d'avoir confiné, et ça, c'est le graphique juste au-dessus, vous voyez bien qu'à chaque fois qu'il y a eu un confinement, on a fait chuter, en fin de compte, le nombre de décès dans la population française. Tout ça, ce sont des données de la population française. Et donc, c'était les premiers temps, le premier confinement, avant qu'il y ait un port drastique du masque avec le lavage des mains, etc., qui vont permettre, en fin de compte, tous ces systèmes vont permettre de limiter la diffusion du virus dans la population. Après, évidemment, on a appris et on a vu, en fin de compte, par rapport aux personnes qui étaient hospitalisées, que les personnes diabétiques étaient aussi des personnes à risque, les asthmes sévères, l'obésité et d'autres pathologies chroniques. Et en fin de compte, l'ensemble de ces facteurs de risque étaient déjà des facteurs de risque observés pour la grippe. Et donc, la prise en charge de ces patients a été un peu calquée au départ sur ce que l'on faisait pour des patients qui étaient grippés. Mais la différence, c'est que les personnes qui étaient atteintes du SARS-CoV-2, donc du Covid-19, mouraient du Covid-19 et pas forcément de ses complications. Et c'est là où on avait vraiment quelque chose de très nouveau. Donc ça, c'est en effet pour illustrer justement l'état des différents stades de maladie du Covid-19, avec des états légers, c'était 81% des personnes malades, des états sévères, 14%, et les cas critiques étaient 5% de la population, mais qui étaient représentés par des personnes de plus de 68 ans à chaque fois. Et donc, dans cette population était très, très visée par le Covid-19. Et c'est pour ça qu'avait été prise la décision de vacciner cette population, les premiers par rapport aux doses que l'on possédait déjà. Alors, le SARS-CoV-2, en effet, c'est un
un nouveau coronavirus qui fait partie de la famille des bêta-coronavirus. Les coronavirus étaient déjà connus. On connaissait depuis très longtemps les coronavirus saisonniers, le C43, le HKU1, le 229E et le NL63, qui sont des virus respiratoires qui sévissent tous les hivers en même temps ou pas que la grippe, et donc qui sont détectés, dont on possède des méthodes de détection fréquentes. Et il existe aussi, et c'est là où le SARS-CoV-2 sera classé dans les coronavirus émergents, et on en a eu deux qui ont précédé le SARS-CoV-2. C'est le SARS-CoV en 2002-2003, donc ce qu'on a appelé le SRAS, qui lui était un virus qui a justement provoqué en Asie de grosses problématiques, et la même, c'est-à-dire avec les personnes de retour de voyage en France. Le CNR était déjà impliqué dans l'étude de ce virus, qui était, et j'en reviendrai après, porteur par les civettes. Et ensuite, il y a eu toute une diffusion au niveau d'un hôtel, et c'est là où à l'hôtel, où cette diffusion a provoqué la diffusion de différentes personnes qui sont rentrées, qui ont utilisé les aéroports et qui ont diffusé la maladie plus ou moins dans le monde entier, mais pas à la hauteur du SARS-CoV-2. Après, on a eu en 2012-2013 le MERS-CoV, où là, c'était en Arabie Saoudite, dans les pays d'Arabie Saoudite, d'Arabie, où là, c'était plutôt en lien avec un autre animal, qui était le dromadaire. Et que ce soit le SARS-CoV ou le MERS-CoV, il y avait une liaison, en tous les cas, avec un réservoir animal, avec une zone aussi, en fin de compte, un passage de l'animal à l'homme. Intervient le SARS-CoV-2, et le SARS-CoV-2, en fin de compte, est aussi un virus pour lequel, et j'en reviendrai aussi après, on recherche toujours réellement l'origine, mais en tous les cas, lorsque vous avez un virus émergent, vous allez rechercher, grâce à la séquence qui en a été faite, grâce à sa composition génétique, vous allez comparer cette composition génétique avec ce que l'on connaît. Et on a retrouvé très rapidement, et on avait déjà fait la même chose vis-à-vis du SARS-CoV-2 et du MERS-CoV, on retrouve des liens avec des SARS-CoV qui auraient retrouvé chez les chauves-souris. Donc, on imagine, en tous les cas à ce moment-là, et aujourd'hui, puisqu'il va y avoir deux écoles, que le réservoir est sans doute les chauves-souris, que ce soit pour le MERS-CoV, le SARS-CoV ou le SARS-CoV-2, et qu'il y a un intermédiaire, un animal intermédiaire, parce que, évidemment, l'homme n'est pas en contact des chauves-souris en permanence, et donc il faut un intermédiaire pour qu'il y ait le passage de barrière d'espèces et pour que le virus puisse passer à l'homme. Donc, voilà. Les origines, aujourd'hui, donc, on sait que le virus va se diffuser par le biais d'un marché. Marché, pourquoi en Asie? Ce sont des marchés qui, vous allez retrouver des animaux morts, de la viande, mais aussi des animaux vivants, des animaux aussi qui peuvent être chassés en forêt. Et justement, ces animaux peuvent être les intermédiaires entre les chauves-souris et les hommes. Et donc, en tous les cas, a été, et ça c'est certain, qu'à partir de ce fameux marché de Wuhan, la diffusion du virus a eu lieu. Alors, est-ce que ce sont réellement les animaux chassés? Est-ce que ce sont des hommes qui ont chassé et qui ont été dans la forêt, qui étaient infectés? Tout ça n'est pas vraiment certain. Et puis, très récemment, le FBI a rendu public une thèse, en fin de compte, mais qui n'est pas complètement certaine, que les origines du Covid-19 seraient peut-être dues à des fuites accidentelles d'un laboratoire à Wuhan. Donc, il y a vraiment ces deux écoles. Pourquoi les Américains ont sorti ça actuellement? Est-ce que c'est politique? Est-ce que c'est un coup de bluff? Évidemment, on connaît les tensions entre la Chine et les États-Unis aujourd'hui. En tous les cas, ces informations ne sont pas forcément complètement inédites, mais en tous les cas, il n'y a pas de vrai fait scientifique qui puisse dire qu'on a affaire à vraiment une fuite du laboratoire. Et donc, aujourd'hui, on en est toujours un peu au même stade. En tous les cas, par les preuves scientifiques, on partirait plutôt sur un portage et une zoonose qui aurait provoqué le passage à l'homme avec un virus qui aurait déjà eu les capacités, en fin de compte, de diffuser dans la population humaine, donc déjà adapté à l'humain. Donc, ça veut dire qu'il y a sans doute déjà eu, avant ce passage sur ce marché, des passages entre hommes et animaux, mais qui n'avaient pas
qui n'avait pas été poursuivi d'effet, je dirais, en tous les cas d'épidémie chez l'homme. Et il s'est suffi d'une fois, justement, pour qu'il y ait le bon virus avec la bonne mutation pour commencer à se multiplier chez l'homme. Justement, les caractéristiques virologiques de ce virus, donc on les connaît mieux aujourd'hui. En tous les cas, comme beaucoup de virus respiratoires, en tous les cas, ce virus a besoin d'un récepteur pour pouvoir infecter les cellules pulmonaires ou nasales. Mais en tous les cas, pour le SARS-CoV-2, c'est même plus que ça, puisqu'il va se fixer à des récepteurs qu'on appelle ACE2. Et ces récepteurs sont retrouvés évidemment au niveau des cellules épithéliales alvéolaires, donc au niveau du respiratoire, mais pas uniquement. Elles sont retrouvées aussi dans les vaisseaux sanguins, dans le rein, dans le cœur, dans les testicules. Et donc, vous comprendrez bien que le virus a la capacité, en fin de compte, de se propager, en tous les cas, de trouver un site de fixation et éventuellement de se multiplier dans plusieurs régions du corps humain. Et en fin de compte, il était déjà adapté à ça quand il va infecter l'homme. Et on va apprendre à le connaître. Il a évidemment une capacité de se fixer. Ensuite, une fois qu'il est fixé, il va falloir qu'il soit activé. Et donc, cette fusion à la membrane va demander l'activation d'un site furine, l'activation de l'AS par des protéases que l'on connaît bien aujourd'hui, qui vont devenir les cibles d'antiviraux. Et ce virus, comme tout autre virus respiratoire, va se répliquer dans le cytoplasme de la cellule et va permettre la production d'ARN sous-génomiques qui vont permettre la reconstitution, comme on le voit à droite, de nouvelles particules et qui vont se diffuser comme les virus respiratoires, comme la grippe, même si les récepteurs ne sont pas tout à fait les mêmes. Juste en aparté, les ARN sous-génomiques sont des ARN qui peuvent être intéressants, qui peuvent en effet par PCR être ciblés et déterminer ainsi la force de la contagiosité d'un virus et en tous les cas la quantité de vraies particules en capacité d'infecter. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu ensuite, mais donc c'est juste en aparté sur les capacités de détection dont on va parler ensuite. Et justement, les tests diagnostiques vont être la première chose, en fin de compte, qui vont être cruciales dans le suivi, la détection d'une épidémie et lorsqu'on a affaire à un nouveau virus lors d'une pandémie. Donc, ce test de diagnostic, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le premier travail du CNR, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre en place un test que personne ne possède au départ le plus rapidement possible et essayer de le diffuser une fois qu'il est mis en place dans différents secteurs et notamment hospitaliers, puisque ce sont les hôpitaux qui vont avoir les patients les premiers. Et donc, ces hôpitaux vont permettre de servir de sentinelle, en fin de compte, en France, en tous les cas, et dans les autres pays du monde, de telle manière à détecter le plus rapidement les patients infectés, de telle manière à avoir des aspects cliniques, à mieux connaître le virus et surtout sa maladie. Donc, c'est ce qui a été fait avec différentes difficultés. On a mis en place ici au CNR, donc avec toute l'équipe, une PCR qui s'appelle IP2, IP4. Ce sont des amorces qui sont utilisées maintenant par différents laboratoires en France, dans le monde, et par différents producteurs, comme je le disais tout à l'heure. Mais il n'y a pas eu que ces systèmes de PCR qui ont été mis en place, même si c'était les premiers. Ensuite, et très rapidement, il va y avoir les producteurs de kits, cette fois-ci les professionnels, qui vont prendre le relais et qui vont produire des systèmes de détection. Donc, soit des détections par RT-PCR, comme on a pu le faire, mais avec différents types de PCR, des lampes PCR, et aussi un mélange de PCR et de séquençage NGS. Il va y avoir aussi la détection par les antigènes viraux, qui peuvent être des systèmes immunochromatographiques et qui peuvent être beaucoup plus simples à mettre en œuvre, mais avec une sensibilité qui souvent est moins bonne. Et détecter ce qu'on appelle l'infectivité virale. Donc là, ce sont des méthodes qui vont être mises en place au niveau du laboratoire. C'est vraiment être en capacité d'isoler le virus, ce qu'a pu faire le CNR très rapidement après la première détection, de telle manière à avoir du virus en grande quantité pour pouvoir l'étudier, cette fois-ci de manière scientifique, et donc mettre en œuvre toutes les capacités de titrage qui, par la suite, vont permettre de mettre en évidence l'effet des anticorps directement sur le virus, sur des méthodes de séroneutralisation, et je vous en parlerai juste ensuite. Donc voilà, au niveau des différents tests qui vont être mis en place, vous avez entendu aussi des tests antigéniques, qui sont en fait des tests immunochromatographiques, qui sont des tests qui sont très intéressants dans certaines circonstances, qui sont moins spécifiques et moins sensibles en tous les cas
que la PCR, mais qui ont été mis en œuvre sur de grandes populations. Et lorsque la personne est malade avec des quantités de virus importantes, eh bien, dans ce cas-là, ces tests marchent très, très bien. Et lorsqu'ils sont positifs, on a affaire à très, très peu de faux négatifs. Donc, c'est des choses qui pouvaient être utilisées sans problème, même si au départ, on avait des réserves par rapport à leur utilisation. Donc, la détection génique, c'est la détection par PCR, comme je viens de vous le dire. Et l'idée, ça a été très rapidement de ne pas avoir qu'une cible de détection, mais plusieurs. C'est pour ça qu'on a mis en place une PCR avec 2 cibles. Et c'est quelque chose qui a été repris dans de nombreux pays, de telle manière à ce que si une des 2 cibles n'était plus en capacité d'être capable enfin une cible mutée, par exemple, puisqu'on savait que le virus allait muter comme beaucoup de virus respiratoires, eh bien, cette PCR, il était moins probable, en tous les cas, que les 2 cibles soient déficientes. Et donc, c'était une obligation d'avoir ces 2 cibles. L'idée, c'était d'avoir aussi une sensibilité analytique qui soit équivalente à 10 ou à 100 équivalents génomes et avoir une spécificité de 100%. Ça, c'est vraiment ce que l'on demande pour une PCR normale et c'est ce qui a été mis en œuvre. Et Pasteur, en tous les cas, on a mis une cible dans le ORF1AB et d'autres pays comme l'Allemagne a choisi d'autres régions pour détecter ce coronavirus. Et c'est vrai qu'au départ, en fin de compte, on utilisait nos amorces et les amorces des autres de telle manière à être sûr, à identifier correctement le virus. Aussi, dans un premier temps, avant que cette méthode soit distribuée dans les différents laboratoires hospitaliers et autres structures, eh bien, on a récolté le CNR en fin de compte, se faisait réceptionner l'ensemble de la partie nord, puisque le CNR, c'est Lyon, avec la partie du laboratoire dirigé par Bruno Lina, et c'est Paris avec aujourd'hui le CNR qui à l'époque était dirigé par Sylvie Vanderwerf, qui aujourd'hui le CNR est dirigé par Étienne Simon-Laurière. Eh bien, c'était des centaines d'échantillons qu'on recevait aujourd'hui, qu'on recevait au CNR, et ces échantillons devaient être charge dans la journée et on rendait un résultat dans la journée. Donc, il a fallu complètement modifier en fait les habitudes du laboratoire. Le personnel qui était au départ de 4 techniciens a été triplé très rapidement. De l'aide, lors du confinement, des personnes sont revenues à l'Institut Pasteur pour que le CNR soit toujours en capacité, en fin de compte, de mener sa mission qui était la détection du virus, de telle manière à, évidemment, à être présent pour cette surveillance de santé publique qui demandait aussi du tracing derrière les patients et plein de choses vont être mises en place et on avait une relation privilégiée en fin de compte avec le gouvernement, avec la Direction générale de la santé et avec SPF. Donc, ce test a été mis en place. Comme je vous le disais tout à l'heure, des constructeurs de kits ont aussi voulu rentrer et c'est leur métier, créer leur kit. Et là, il nous a été demandé de mettre en place en fait un système d'évaluation de tests. Alors, la question, c'est comment produire cette nouvelle technique rapidement et à grande échelle. Donc ça, nous, à grande échelle, on en était incapables. Donc c'est une technique qu'on a proposée pendant un certain temps. Et après, les différents laboratoires devaient produire soit le kit ou soit le commander. Mais il fallait évaluer tous ces nouveaux kits qui allaient entrer sur le marché. Et donc, est-ce qu'il fallait utiliser des ARN synthétiques dilués? Est-ce qu'il fallait utiliser de l'ARN issu de prélèvements? En fin de compte, il a fallu qu'on recherche quelle était la meilleure solution pour évaluer des kits. Et cette évaluation qui avait été demandée par la Direction générale de la santé on ne se rendait pas compte au départ, mais a été quelque chose d'énorme. Car évidemment, on a évalué en fin de compte une centaine de kits et donc vous aviez tous les producteurs du monde entier qui vous contactaient pour faire cette évaluation. Donc, on a été très rapidement aidé par la direction médicale de Pasteur, par Isabelle Caillot. Et donc, à partir de ce moment-là, on a mis en place un secrétariat dédié qui recevait toutes les demandes de telle manière à ce qu'un document soit rempli afin de prendre contact avec la société qui voulait faire évaluer son kit. Et donc, tout ça a été mis en place avec des personnes de d'autres services qui sont venus nous aider.
Donc, le choix de la matrice, ça a été en fin de compte des échantillons qu'on a poulés, puisqu'on avait énormément d'échantillons, et on partit du principe que de faire une évaluation sur échantillons était la vraie vie, entre guillemets, c'est-à-dire ce qui nous permettait vraiment de valider de l'extraction jusqu'à la détection les kits que l'on pouvait recevoir. La difficulté que l'on rencontrait, c'est que tous ces kits fonctionnaient éventuellement pas tous sur les mêmes machines. Certains fonctionnaient sur leur propre machine, donc vous aviez les fournisseurs qui venaient avec leur machine à l'Institut Pasteur. Et à ce moment-là, il faut que vous imaginiez l'Institut Pasteur en plein confinement, avec 80% de personnes qui travaillaient seulement à l'Institut Pasteur, et la plupart, en fin de compte, c'était au CNR, et puis des personnes dans les autres laboratoires qui faisaient la surveillance de différentes thématiques. Et voilà un peu l'état d'esprit que l'on pouvait avoir à ce moment-là. Et donc, on a créé un compte-rendu qui a permis de rendre justement un compte-rendu officiel qui a été publié sur le site de la SFM, et les producteurs avaient une évaluation qui était soit positive, soit négative. Et vous imaginez bien que quand elle était négative, on avait énormément de coups de fil parce que les personnes soit voulaient comprendre, et dans ce cas-là, c'était constructif, ou alors c'était pour décrier, en fin de compte, notre façon d'évaluer les kits, qui était la même pour tout le monde, en fin de compte, puisqu'on avait un pool commun pour l'ensemble des kits, et donc on pouvait comparer les kits entre eux. Donc voilà, au niveau de la détection génique, ce que je pouvais dire, très résumé, puisque ça a duré pendant à peu près 6 mois, 1 an, cette évaluation de tests. Donc, on a évalué une centaine de tests. On a créé un rapport CNR qui est devenu un document officiel de référence. Et justement, tout ça a permis d'expliquer toute l'importance de la détection du virus, et cette détection directe dans le prélèvement qui permettait ensuite de mettre en place des systèmes de surveillance auprès de Santé publique France, car on avait besoin de faire du tracing, de connaître les personnes et de connaître la clinique en fin de compte. À l'aide de cette détection, eh bien, évidemment, on a pu catégoriser les âges qui étaient plus visés par le virus, la symptomatologie particulière de ce virus par rapport à ce que l'on connaissait de la grippe, par exemple, les personnes à risque de complications, les déterminations de la clinique en repérant les personnes qui étaient infectées directement, les personnes qui étaient plus susceptibles de contamination, et puis évidemment le calcul du fameux R0 qui permettait de déterminer si vous avez une diffusion efficace dans la population du virus ou non. Et ça, c'est quelque chose que l'on a suivi parmi tous les chiffres que l'on pouvait avoir durant cette pandémie. Et puis la mise en place de nombreuses mesures barrières, des mesures barrières que l'on n'avait jamais rencontrées, comme le confinement. C'est quelque chose qui n'avait jamais été mis en place, de telle manière à faire tomber la diffusion et empêcher la diffusion du virus dans la population, et d'apprendre au fur et à mesure sur ce nouveau virus. Alors justement, les détections nous ont permis de déterminer quels étaient les sites préférentiels, qu'est-ce qu'il fallait en fin de compte avoir comme prélèvement, et le meilleur prélèvement possible. Et selon les patients, en fin de compte, on a vu qu'il y avait une certaine variabilité, que la charge virale était supérieure et plus durable pour les prélèvements profonds, et ça c'est déjà quelque chose que l'on connaissait vis-à-vis du MERS coronavirus, et on en a de temps en temps, c'est-à-dire que lorsque vous avez une suspicion au MERS coronavirus, eh bien, on préfère avoir des prélèvements profonds, car on a plus de chances de détecter, en tous les cas, le virus, car vous avez une multiplication du virus plus dans les voies basses respiratoires. Et puis, vous aviez aussi des charges virales comparables selon l'âge, le sexe et la sévérité. Donc, c'était quelque chose qui était assez spécifique de ce virus. Et puis, en effet, on a vérifié que l'admission à l'hôpital, en fin de compte, les personnes qui étaient hospitalisées étaient des personnes qui, si elles avaient une charge virale très élevée, étaient un pronostic de sévérité important, comme pouvaient aussi l'être les personnes obèses, les personnes avec des maladies, des comorbidités. Et si ces personnes avaient une charge virale très élevée, leur chance de guérir rapidement ou était rare, et même souvent aller jusqu'au décès. Donc, sur ces différents graphiques, eh bien, on voit que justement les crachats, ce qu'on appelle le sputum, en rouge en bas à droite, eh bien, on retrouvait en fin de compte les charges virales les plus élevées. C'était les types de prélèvements, les crachats, qui étaient favorisés lorsqu'on pouvait le faire pour avoir vraiment une charge virale qui était relevante par rapport à la quantité de virus, et surtout permettait d'établir et de détecter en fin de compte le nombre de jours quasiment par rapport au début des symptômes.
Vous comprendrez aussi que les charges virales les plus élevées étaient au début des symptômes. Et ça, c'est sur le graphique que vous voyez juste au-dessus. À partir du troisième, du quatrième jour, bien souvent, en moyenne, c'était là qu'on avait les meilleurs résultats de PCR. Et puis, assez rapidement, mais en tous les cas, vers le 7e, 8e, 9e jour, il devenait très, très compliqué de détecter par PCR et même impossible de détecter avec des systèmes de chromato, des systèmes rapides de détection. À ce moment-là, c'était complètement impossible. Et puis, on a eu très rapidement la courbe en vert, des cas où on détectait sur plusieurs jours, plusieurs semaines du virus. Et là, ce sont généralement, et on en observe encore aujourd'hui, des personnes qui le plus souvent étaient immunodéprimées pour différentes raisons. Et ces personnes avaient une immunité qui ne permettait pas, en fin de compte, d'évacuer le virus rapidement. Et donc, c'est quelque chose que l'on a observé dès le moment où, justement, on a pu détecter le virus et mettre en évidence qu'il pouvait y avoir des sécrétaires très longs. Il y a aussi, à partir du moment où on a affaire à un nouveau virus, on regarde en fin de compte les sites d'extraction respiratoire, extra-respiratoire. Et on a parlé au départ de la salive, mais c'était quelque chose qui n'était pas forcément évident pour nous, car tous les prélèvements respiratoires étaient des prélèvements soit nasaux, soit nasopharyngés, mais jamais de la salive pure. Il faut savoir que la salive, en fin de compte, quand vous réaliser une extraction salive avec les mêmes méthodes que l'extraction nasopharyngée, vous n'avez pas forcément de bons résultats. Il a fallu qu'on adapte, pour les laboratoires qui l'ont utilisé, en tous les cas, leur méthode d'extraction lorsqu'ils avaient des prélèvements salivaires pour avoir de très bons résultats. Nous, au CNR, on a reçu des salives, on avait des résultats, mais c'est vrai que les chances de résultats étaient moins bonnes lorsqu'on avait cette salive. Mais au fur et à mesure du temps, on s'est adapté. Les kits ont évolué et en fin de compte, cette salive est devenue quelque chose de plus simple à mettre en œuvre, car il fallait faire un très grand nombre de prélèvements. Les patients pouvaient être prélevés plusieurs fois. Et donc, c'est vrai que d'avoir un prélèvement salivaire à la place d'un prélèvement nasopharyngé, c'était beaucoup plus simple. Et c'est vrai que dans les campagnes de prélèvement, la salive est devenue quelque chose de plus efficace, je dirais. En tous les cas, les gens étaient plus répondeurs parce que c'est plus simple et moins invasif. On a recherché aussi le virus dans les selles et ça a été retrouvé dans des écouvillonnages rectaux avec des durées post-symptomatiques assez longues. Et dès le début, on a vu ça et donc évidemment, on a repéré le risque qui était lié à l'exposition aux eaux usées. Et donc ces eaux usées, en effet, on a aussi et également retrouvé du virus dans ces eaux usées, que ce soit dû justement au sel, mais aussi dû aux eaux de lavage, lorsque vous lavez les dents ou quoi que ce soit. Donc c'est un savant mélange, mais en tous les cas, les eaux usées, on a retrouvé du virus et même de manière très précoce. Et c'est vrai que cette surveillance des eaux usées permettrait aujourd'hui de détecter de manière plus précocement la circulation du virus avant de la détecter dans la population. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, qui aujourd'hui est quelque chose qui est très suivi et qui lance de nombreux sujets de recherche, et notamment sur d'autres virus respiratoires ou d'autres pathologies, de telle manière à améliorer les systèmes de détection plus sensibles pour éviter de filtrer beaucoup d'eau, enfin, que ce soit beaucoup plus simple et qu'on puisse aussi surveiller ces eaux usées. Et il y a d'autres, évidemment, lieux où on peut détecter le virus, les urines, le sang, la sphère oculaire, mais tout ça est beaucoup, beaucoup plus sporadique et beaucoup plus rare de détecter ce virus dans ces sites extra-respiratoires. Donc, à partir du moment où on détecte le virus, la question vient très rapidement, mais à partir de quel CT, donc à partir de quelle charge virale la personne n'est plus, en fin de compte, infectieuse, n'a plus la capacité de diffuser le virus. Et on peut rapprocher, en fin de compte, ces prélèvements, en fin de compte, à la capacité de ces prélèvements à isoler le virus, en fin de compte. Si vous avez un prélèvement avec un CT avec une charge virale très élevée, vous allez mettre en culture le virus très facilement. Et là, c'est, si on fait le parallèle, la personne pour laquelle on aura fait le prélèvement à ce moment-là avait la capacité de diffuser très facile. Et en fin de compte, on déterminera que les CT supérieurs à 33, pour ceux pour lesquels ça leur parle,
la capacité de diffusion du virus en portant un masque, en se lavant les mains, était très, très limitée. Parce qu'à un moment donné, était déterminé que les personnes hospitalisées ne pouvaient sortir de l'hôpital qu'avec un CT, qu'avec justement une perte de détection totale du SARS-CoV-2 et les urgences. Tous les services étaient embolisés et donc a été prise la décision qu'à partir de CT supérieur à 33, eh bien, les personnes pouvaient sortir de l'hôpital de telle manière à désengorger les systèmes, car elles n'étaient plus en capacité de diffuser le virus. Donc voilà, toute la capacité de cette PCR initiale a permis de donner des directives de santé publique qui étaient très importantes. Et on avait fait aussi le parallèle entre l'infectiosité et le titre anticorps. Vous avez une très forte infectiosité quand vous avez aussi des anticorps qui sont retrouvés dans votre sérum. Et en effet, la charge virale était plus importante lorsque vous étiez au début des symptômes, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors ensuite, 1 an et demi après quasiment, le diagnostic sérologique a été fait. Beaucoup d'instances trouvaient qu'il serait plus facile de faire une prise de sang et de déterminer avec cette prise de sang si la personne était infectée ou pas. Mais là, c'est quelque chose qui a été tenté en tous les cas, parce que c'est facile de mettre en pratique, plus ou moins facile, un diagnostic sérologique. Mais en tous les cas, avec des petites savonnettes, c'est quelque chose qui est déjà fait dans d'autres maladies, dans d'autres infections. Et donc, ça a été regardé. Et en effet, la question est venue de quel test, quelle protéine cibler, puisque l'idée, c'est toujours de cibler des anticorps, de cibler des protéines par des anticorps lorsque vous avez été infecté ou lorsque vous avez été vacciné. Et généralement, ce sont les protéines externes de la particule virale. Une protéine majeure qui s'appelle la spike, la protéine S, et ensuite vous avez la nucléoprotéine, la protéine de membrane, etc., etc. Et donc, il a fallu mettre en place des tests pour évaluer la quantité d'IgA, d'IgM, donc d'anticorps qui sont mis en œuvre très rapidement, des anticorps qui vont, ce qu'on appelle mémoire, qui vont rester plus longtemps dans le temps, et quels étaient, en fin de compte, les anticorps qui provenaient, qui étaient produits par votre organisme le plus rapidement possible, de telle manière à dire, ben voilà, cette personne est réellement infectée ou pas. Donc, des tests ELISA ont été mis en place, des tests automatisés ont été mis en place, mais avant de pouvoir miniaturiser ces systèmes de sérologie, il a fallu d'abord mettre en place des techniques par ELISA, de telle manière à déterminer quels seraient en fin de compte les sérums qu'on utiliserait pour valider, pour évaluer ces différents tests que l'on a reçus par dizaines au laboratoire afin de les évaluer et surtout de trouver à un moment donné une corrélation entre la quantité d'anticorps neutralisants que vous récupérez dans votre sérum et quelle est la quantité d'anticorps neutralisants que je détecte, mais quelle est la quantité qui est nécessaire pour neutraliser efficacement le virus. Et ça, on a mis très, très longtemps à pouvoir le découvrir. Et ce corrélat de protection est aujourd'hui, il existe, mais il faut savoir que ce corrélat de protection, en fin de compte, est mis à mal, puisqu'on a un virus qui évolue, on a des variants, en fin de compte, qui vont muter dans la spike, qui vont réagir différemment vis-à-vis de votre système immunitaire. Vous avez, et justement, ces mutations portées par ces variants vont provoquer votre système immunitaire peut-être de manière différente, vont activer différentes cellules de votre système immunitaire et une quantité d'anticorps neutralisants sera peut-être pas aussi… enfin, vous n'aurez pas forcément la même quantité nécessaire d'anticorps neutralisants pour tel ou tel variant. Et donc, c'est pour ça que le corrélat de protection n'est pas fixe et évolue par rapport à la question qui est posée, par rapport aux variants qui circulent au moment où vous vous posez la question. Alors, je vais passer plus rapidement puisque je vois que le temps passe. Et donc, on a travaillé aussi sur les cinétiques d'anticorps et on s'est rendu compte que pour les patients symptomatiques ici en bleu ou les patients symptomatiques en rose, eh bien, vous voyez que la sérologie pouvait éventuellement être utilisée pour les patients symptomatologiques. Donc ça, c'est une chose. Mais que pour les patients asymptomatiques, qui pouvaient être des patients de suivi de patients qui avaient été détectés positifs, la sérologie ne le permettait pas puisque les quantités d'anticorps IgG, par exemple, n'étaient pas suffisantes et en tous les cas ne permettaient pas de suivre et d'affirmer
que ces personnes qui pourtant étaient détectées positives par PCR l'étaient uniquement par sérologie. Donc, voilà. Et ce qu'on en avait remarqué, c'est que les personnes hospitalisées, en tous les cas, avaient des taux d'anticorps qui étaient très élevés, car généralement, si vous étiez hospitalisé, vous étiez des personnes dans des cas de gravité importante. Donc, voilà ce qui avait été fait à l'époque avec différentes méthodologies. Et donc, le CNR va être confronté à l'évaluation de différents tests, de dizaines de tests de sérologie, suite à la mise en place de références, en fin de compte, de sérums que l'on a enfin récoltés à partir de sérums de patients hospitalisés que les hôpitaux voulaient bien nous donner, de telle manière à ce qu'ils soient qualifiés avec des méthodes de sérologie de l'Institut Pasteur, afin de les comparer avec ces nouvelles techniques. Donc, en effet, pour des tests sérologiques, ensuite a été décidé qu'il fallait qu'ils aient une spécificité supérieure à 98%, une sensibilité supérieure à 90%, et que ces tests devaient être utilisés seulement à partir de J14, si c'était un test qui permettait de détecter les IgG, et à partir du 7e jour, si c'était des IgM qui étaient plus précoces. Et à ce moment-là, si vous aviez un résultat positif ou négatif, vous pouviez juger, en effet, si la personne avait été infectée ou si elle était en cours d'infection. Donc voilà, et aujourd'hui, il faut savoir que ces tests sérologiques ne sont quasiment plus utilisés, car pas suffisamment, en fin de compte, sensibles, et que les méthodes de biologie moléculaire sont nettement supérieures. Ici, rapidement, vous voyez le graphique central. Donc ça, c'est les temps, justement. Je reviens sur ce que je viens de dire. Vous avez une contagiosité 2 jours avant le début des symptômes et jusqu'à 5 jours, jusqu'à 6 jours après. La PCR est la meilleure méthode. Les tests rapides antigéniques sont, eux, des tests qui doivent être utilisés dans cette période de contagiosité, alors que la PCR va permettre de détecter des virus en dehors de cette période, donc des méthodes qui sont beaucoup plus sensibles. Et donc, c'est ce qui aura été préféré sur l'ensemble de la période de pandémie. Les moyens de réduction de la transmission ont été, en fin de compte, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, le confinement. Après, on a connu des couvre-feux, ce que nous, en tous les cas, ne connaissions pas. Des établissements ont été fermés, on a mis en place le télétravail. Aujourd'hui, on fait des conférences, comme on le fait maintenant, par écran interposé. Il y a eu énormément de fermetures d'écoles, comme on avait déjà pu le voir en 2009, mais là, ça a été beaucoup plus important. Le bac ne s'est pas fait normalement en 2020. Après, on a limité les rassemblements, la distanciation physique, le port du masque, le lavage des mains. Tout ça a été des méthodes qui ont permis de limiter la diffusion du virus dans la population. Les mesures pharmaceutiques, alors le vaccin, comme je vous ai rapidement parlé au tout départ, avec aujourd'hui 13,5 millions de doses qui ont été injectées. Quasiment tous les pays du monde ont vacciné leur population. En tous les cas, 5,5 milliards de personnes ont au moins reçu une dose, et 5 milliards ont une vaccination complète. Il existe aujourd'hui 50 vaccins qui ont été approuvés au moins dans un pays, et il existe différents types de vaccins avec ARN, avec des vecteurs non réplicatifs, des virus inactivés, soit aussi que des protéines ou de l'ADN. Et ce qui est encore aujourd'hui d'actualité, la preuve, c'est qu'il y a 183 vaccins en développement clinique aujourd'hui, 199 vaccins en développement préclinique. Donc, ici, en bas à gauche, vous avez les différents types de vaccins. Au milieu, vous avez les différents types de vaccins qui sont potentiellement utilisables en France aujourd'hui, car la vaccination des personnes à risque est toujours effective, même si pour les autres, cette vaccination n'est plus obligatoire. Et ce que l'on remarque aujourd'hui, c'est que la vaccination, et en tous les cas la réponse à nos vaccins, provoque la production d'anticorps qui sont plus ou moins efficaces contre les différents variants, et en tous les cas contre le variant Omicron qui circule aujourd'hui. L'efficacité des vaccins est un peu moins bonne, par exemple le virus Delta que l'on a observé juste avant. Ici, ce sont les mesures, les thérapies, et cette fois-ci, ce sont les antiviraux. Vous connaissez le Paxlovid, qui est l'un des antivirales utilisés pour le soin de ces patients. Ces antiviraux vont agir à différents endroits
de la particule virale, soit à son entrée, soit au niveau de sa réplication, etc. Vous avez aussi des réponses de l'autre, des oxygénothérapies qui ont été mises en place, des anticoagulants, des anti-inflammatoires. Et puis, on a beaucoup parlé justement des anticorps monoclonaux qui vont être utilisés, anticorps monoclonaux qui sont mis à mal aujourd'hui dû aux différentes mutations de la particule virale, mutations de la protéine S, sans rentrer dans les détails, ou ailleurs dans la particule virale. Le séquençage a été en effet le système qui a permis de déterminer justement et le suivi de ces variants. Je suis responsable à l'Institut Pasteur de la plateforme P2M, une plateforme de microbiologie mutualisée qui est devenue une plateforme nationale au même titre que la plateforme aux Hospices civils de Lyon, à Créteil ou à Marseille. Également, tous les laboratoires, enfin une grande partie des laboratoires de la NRS Milieu, de la C43, qui faisaient du séquençage du VIH, sont mis aussi à faire du séquençage du Covid et des laboratoires d'analyse privés également. Et toutes les séquences qui ont pu être faites ont permis de créer un consortium qui est le consortium Emergen. Et toutes ces séquences font partie de cette grande base de données qui permet aujourd'hui, en fin de compte, qui ont permis de surveiller pendant ces 3 ans et demi le virus, en tous les cas 2 ans et demi, le virus et toutes ces variations que l'on observe ici par ces différents points. Au départ, c'était un virus qu'on déterminait par des groupes G, H, L, V, et puis au fur et à mesure, ça s'est décliné en chiffres et en lettres. Et aujourd'hui, on parle de virus bêta, alpha, gamma, delta. Et aujourd'hui, c'est essentiellement le virus Omicron avec toutes ces combinaisons. Et aujourd'hui, on parle d'Omicron recombiné. Et c'est grâce à toute cette capacité de séquençage en France qui a été décriée au départ, puisque nous n'en faisions soi-disant pas assez si on comparait avec l'Angleterre. Mais il faut savoir que ces quantités de séquençage étaient des quantités qui statistiquement étaient suffisantes pour surveiller les virus qui émergeaient. D'ailleurs, même si les Anglais en faisaient plus, on a vu que l'émergence de nombreux variants survenaient chez eux alors qu'ils avaient ces moyens de séquençage qui étaient plus élevés. Aujourd'hui, le virus est très, très surveillé. C'est l'un des virus qui a été les plus surveillés dans le monde. On voit que l'ensemble de ces variants Omicron convergent vers une structure, en tous les cas, avec des mutations très précises, des mutations qu'on retrouve comme si c'était la fin de leur évolution. Et malheureusement, cette combinaison de mutations provoque une neutralisation du virus moins efficace par nos anticorps. Et c'est pour ça que vous voyez, par exemple, sur le graphique central, que les virus de type gamma, bêta, delta sont des virus qui sont très bien pris en charge par nos anticorps lorsque on a été vacciné ou infecté, alors que toutes les nouvelles variantes sont justement des virus qui vont être moins bien pris en charge par nos anticorps. Je voulais juste faire un point justement sur la grippe qui a été vraiment de manière surprenante, complètement inexistante, notamment en 2020-21. La saison a été quasiment sans grippe dans le monde entier, pas uniquement en France. Il faut savoir que dans le monde entier, généralement, sur le tableau de gauche, vous voyez qu'il était collecté à peu près entre 3 et 5 millions de prélèvements qui permettaient justement d'étudier le virus grippal. Il faut savoir que dans le monde, en 2020-21, on a eu affaire qu'à 10 000 prélèvements, alors qu'on en avait l'habitude d'en avoir 700 000. Donc, c'était quelque chose de très nouveau. Et justement, lors de la composition vaccinale pour l'hémisphère nord, qui a lieu au mois de février, donc en février 2021, pardon, à ce moment-là, nous avions très, très peu d'échantillons et la combinaison vaccinale a été mise en place tout de même, mais avec justement un peu un pari, en tous les cas encore plus cette année-là, puisque nous avions que très peu de virus à se mettre sous la dent, comme on peut le dire. Et en France, pour se mettre à l'échelle de la France, là, vous avez en bas à droite le nombre de virus qui avaient été détectés, avec très peu de virus, puisqu'on en avait 31 au total, que ce soit sur la surveillance sentinelle, donc de la population générale, ou hospitalière. Et au niveau des hospitalisations, donc là, on avait une hospitalisation pour grippe qui était très diminuée, mais vous aviez des hospitalisations qui étaient gigantesques pour le SARS-CoV-2, et malgré ça, même si en effet, la surveillance était faite uniquement au niveau du SARS-CoV-2. Il y avait quand même des hôpitaux qui faisaient de la détection et qui faisaient quand même de la détection de grippe, et on n'en détectait absolument pas.
Et pourtant, ces personnes-là, mais là, je pense que c'était un effet Covid, les personnes se sont fait vacciner cette année-là, mais vraiment de manière beaucoup plus importante que d'habitude, peur de se faire sans doute infecter par le Covid. Les personnes ont réagi. On va se faire vacciner également par la grippe, mais il faut rappeler que le vaccin de la grippe est vraiment un vaccin qui protège contre la grippe et le SARS-CoV-2 contre le SARS-CoV-2 et qu'il n'y a pas de mélange en tous les cas de vaccins aujourd'hui, mais qu'on pouvait se faire vacciner contre la grippe et contre le SARS-CoV-2 au même moment. Les mesures barrières, donc le confinement, tout ça ont permis, en fin de compte, et le lavage de mains, de complètement annihiler, en fin de compte, la circulation du virus grippal. Et en effet, c'est quelque chose, en tous les cas, le port du masque et le lavage de mains qui a permis cela. Il y a aussi eu un effet de circulation des virus entre eux, entre le SARS-CoV-2 et tous les autres virus respiratoires. Et puis, les échanges internationaux avaient aussi été complètement bloqués. Et donc, ça a provoqué, en fin de compte, sur un terrain où la population générale était, pour la grippe, je parle toujours, était complètement immunisée. En fin de compte, il y avait une belle couverture de la population. Eh bien, ces quelques mesures barrières, lavage des mains et le port du masque, ont permis de complètement arrêter et de rendre incapable le virus grippal de circuler dans la population. Et cela dans les pays, tous les pays du monde. Aujourd'hui, et ça depuis la saison 2021-22, donc le virus grippal est réapparu, comme vous pouvez le voir sur les graphiques. Vous avez le graphique complètement dans le monde à gauche. Là, c'était la saison 2019-2020. En 21-22, en 20-21, il n'y avait rien du tout. Et puis, petit à petit, vous avez le virus grippal qui s'est réaffirmé, que ce soit dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, avec des quantités de tests qui sont positifs, qui sont redevenus à la normale, avec des quantités de virus grippaux qui sont aussi redevenus à la normale. Et aujourd'hui, se pose la question, en fin de compte, de la circulation du SARS-CoV-2 parmi tous ces virus respiratoires. Et en fin de compte, cette année, et c'était la première fois, on a parlé de triple épidémie. En plus, on a eu une épidémie forte à grippe, forte à VRS, sur une population qui, en fin de compte, n'avait pas vu de grippe depuis un certain temps, avec une vaccination qui, cette année, n'était pas très, très suivie. Eh bien, on a eu une circulation des virus de type A de manière importante, et donc tout au même moment. C'est-à-dire qu'on a eu le VRS, ici en gris, qui a été suivi par la grippe en orange, et puis sur un terrain Covid-19, donc sur un terrain de SARS-CoV-2. Et se pose la question, en fin de compte, que va devenir le SARS-CoV-2? Est-ce que c'est un virus qui va faire comme le rhinovirus, comme vous le voyez sur le graphique de gauche, les lignes en bleu ciel? Ça, c'est la circulation du rhinovirus sur plusieurs années. C'est un virus pour lequel on n'a pas de vaccin, mais en fin de compte, dès qu'on a un rhume, c'est souvent un rhinovirus qui vous infecte, et donc vous reproduisez des anticorps, vous vous reprotégez. Est-ce que le SARS-CoV-2, ça fera pareil, avec des petites vaguelettes, ou est-ce qu'on sera obligé de se vacciner tous les ans? C'est la question. En tous les cas, aujourd'hui, on continue à vacciner, à proposer la vaccination aux personnes à risque. Voilà, je m'arrêterai là, il y en avait beaucoup à dire. En tous les cas, merci de votre attention. Merci beaucoup, Vincent, pour cet exposé très intéressant sur le Covid. Donc, je vais demander aux personnes qui souhaitent poser des questions de lever la main grâce au petit bouton réaction, et je leur donnerai la main, voilà, et ensuite, quand je leur donne la parole, et allumez votre caméra et posez votre question en direct. Voilà. Et n'oubliez pas de nous dire d'où vous venez, voilà, notamment pour tous ceux qui nous suivent d'Afrique. Alors, j'ai une première personne qui a levé la main. Alors, je suis désolée, je ne vois pas son nom. Regan Lovande. Est-ce que vous m'entendez, Regan? Est-ce que vous pouvez activer votre caméra, votre micro? Et si jamais vous ne pouvez pas poser votre question parce que vous n'avez pas de caméra ou de micro, n'hésitez pas à la poser dans le chat, s'il vous plaît. Alors, Regan, je ne sais pas si vous m'entendez. Peut-être qu'en attendant, on peut poser une question du chat. Regan, oui, j'ai entendu une voix. Oui, c'est la vidéo qui est bloquée. Je vous attends. Je vous entends, oui. Ça y est, on vous entend. Bonjour. Vous pouvez poser votre question sans caméra. Allez-y. Bonjour et merci pour la présentation sur ces énoncés de la surveillance. J'aimerais quand même poser ma question dans le sens surtout plus de surveillance API
à faible revenu. J'aimerais savoir, la pandémie est maintenant déclarée non une urgence à portée internationale actuellement, ce qui fait qu'on vit dans une situation endémique. Quelle méthode, quelle stratégie de surveillance pourrions-nous mettre en place afin de détecter si facilement les cas dans les pays à faible revenu? Ça, c'est la première question. La deuxième question va dans le sens des variants. La COVID, ce n'est pas comme tous les autres virus. La COVID a la capacité de muter à plusieurs moments, à plusieurs variants. Quand bien même pendant la période de la pandémie, actuellement, nous vivons maintenant une période endémique où la population qui est d'abord en Afrique ne croyait pas à l'existence. Et quand on est en face de cette endémique, en face de cette période endémique où elle n'est plus déclarée comme étant une urgence à portée internationale, quelle stratégie pourrions-nous mettre en place pour pouvoir détecter à temps et être aussi, comment on l'appelle, sûr par rapport aux variants, à la mutation? Voilà, c'est ça ma question. Ok. Bonjour. Merci de votre question. Pas facile de répondre à ces questions dans le Allô, contexte. Clémentine? Vous m'entendez? Allô? Nous, on vous entend, Regan. On vous entend, on a bien compris votre question. Vincent allait y répondre. Vous nous appelez de quel pays, s'il vous plaît? J'ai pas entendu. Moi, je pense, Vincent, tu peux Non. répondre. Ouais, Allô? oui, je vais faire une réponse qui n'est pas forcément celle qui pourrait être attendue, je ne sais pas. En tous les cas, en effet, oui, il y a de nombreux pays africains qui ne croyaient pas en cette diffusion. Bonjour, Vincent. Vous m'entendez? Désolée, là, il y a un petit souci de son, effectivement. Regan, Vincent va répondre. Et vous pouvez nous indiquer dans le chat, par exemple, d'où vous venez. Mais pour le moment, on va donner la parole à Vincent. Merci. Merci beaucoup. Donc, difficile aujourd'hui, en effet, de surveiller ce virus si on n'a pas vraiment de moyens. En tous les cas, dans un contexte où quelques laboratoires, pour vous donner un exemple, ce qui va être fait en France ou dans d'autres pays justement développés, je dirais, ce sont des méthodes multiplex en fin de compte. C'est-à-dire que comme le SARS-CoV-2 est un virus respiratoire plus ou moins endémique, ou en tous les cas, on ne sait pas s'il va devenir saisonnier, mais en tous les cas, saisonnier en Europe, ce virus va être détecté à l'aide de techniques multiplex qui vont permettre cela. Ensuite, en effet, en Afrique, et c'est déjà ce que l'on observe avec la grippe, il n'y a pas forcément de saisonnalité. L'Institut Pasteur travaille avec différents instituts sur le continent africain et notamment, j'ai eu déjà plusieurs relations avec Dakar et c'est vrai que les données, si on regardait par exemple les données en Afrique de l'Ouest, eh bien, il y a des détections de virus grippaux un peu toute l'année, sans forcément avoir une saisonnalité. Et cela dépend aussi du type de virus grippal entre les A et les B. Le SARS-CoV-2, on ne sait absolument pas et si on va être dans ce contexte. Donc, en effet, c'est toute la difficulté de la surveillance. Je pense que ce qu'il faut surveiller lorsqu'on n'a pas forcément accès à ces tests, ça va être la clinique en fin de compte. Regarder la clinique qui a pu être, qu'on connaît mieux aujourd'hui, surveiller, être en capacité justement de rediriger les personnes vers des centres médicaux pour déterminer s'ils ont un rhume, de la fièvre ou quoi que ce soit dans une période complètement inadéquate, complètement différente de ce que l'on a observé habituellement. Je pense que ça serait déjà des choses qui seraient intéressantes. Après, sur le suivi des variants, s'il n'y a pas de séquençage d'effectuer, on est incapable de suivre le variant sans une séquence. Donc, il faut trouver des solutions pour faire le prélèvement d'une part et éventuellement collaborer avec un laboratoire de telle manière à ce que le séquençage soit quelque chose de plus facile, en tous les cas que l'on ait une réponse sur quelques cas pour savoir si cette diffusion du virus fait appel au tel ou tel variant, puisqu'on sait que suivant les variants, vous avez une réponse des anticorps qui peut être variable. Merci Vincent. Donc, Regan m'a informé qu'il nous appelait depuis la République démocratique du Congo. Voilà. Clémentine, excusez-moi, vous m'entendez, Clémentine?
Oui, je vous entends, Pierre. Ah bon, très bien. Parce que je ne peux pas mettre ma caméra. C'est vous qui me l'a bloqué, on me dit là. Ah bon, d'accord. Je vais voir avec Léo ici. Merci. Merci, vous êtes gentil. Je vais passer la parole à Massimo Sericola. Oui, bonsoir. Je suis Massimo Sericola, vous m'entendez? Oui, Oui. je vous entends. Oui, j'appelle d'Italie, je suis un biomédical et je voulais faire une demande très simple. Existe-t-il une prédisposition génétique au sein de la population mondiale envers le SARS-CoV-2? Et si cette prédisposition existe, quelles sont les études menées et quels sont les résultats? Alors, au fur et à mesure de la pandémie, justement en Afrique du Sud, il y a eu souvent la mise en place de nouveaux variants. Et donc, on se posait la question justement s'il y avait des prédispositions ou s'il y avait des... Et en fin de compte, il s'est avéré qu'il n'y a pas forcément de prédisposition. On est plutôt sur les cas, comme je montrais tout à l'heure, les facteurs de risque. En revanche, c'est sur la population. Il y avait des populations ciblées, toxicomanes ou quoi que ce soit, qui étaient en effet des populations qui pouvaient être plus à même d'être infectées par le virus et donc plus à même d'être des ports d'entrée humaine, entre guillemets, qui permettrait au virus de s'adapter. Et donc, ce sont les différents allers-retours humains et entre humains du virus qui permettent à ce virus de s'adapter et d'acquérir des mutations qui lui permettraient de mieux se diffuser dans la population. Mais dire qu'il y a une disposition génétique, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas du tout avéré. Merci, Vincent. Alors, j'invite toutes les personnes qui veulent poser une question à lever la main pour que je leur passe la parole. Et en attendant, je vais peut-être prendre une question du chat. Donc, il y a Yeo Sigata de Côte d'Ivoire qui pose la question. Avec les recombinaisons Omicron du Covid-19, quels sont les risques auxquels on pourrait s'attendre? Alors, je ne sais pas s'il veut dire les recombinaisons entre les variants Omicron ou avec d'autres variants. Alors, je suis passé très rapidement dessus, mais tout à l'heure, je parlais de convergence. En fin de compte, les différents variants d'Omicron que l'on observe aujourd'hui acquièrent des mutations qui, en effet, provoquent une baisse de sensibilité de nos anticorps, donc une moins bonne reconnaissance. Mais en tous les cas, avec ce variant Omicron, on voit que les hospitalisations chutent. Il n'y a pas plus de cas graves et même de moins en moins. Et donc, tout ça est dû au mélange de la population et surtout d'une meilleure couverture vaccinale et immunitaire de la population. Donc, si, en fait, aujourd'hui, est-ce que le risque pourrait parvenir avec un nouveau variant d'Omicron? Plus le temps passe, moins en moins, à mon avis, on a de risques dans le sens où on est de plus en plus immunisé. Donc, je pense que si on avait affaire à une nouvelle pandémie, ça serait éventuellement un autre virus respiratoire, un virus de type grippal ou un autre coronavirus, mais pas forcément celui-ci. On a l'exemple, par exemple, du MERS coronavirus, qui a été un nouveau virus à un moment donné, et ce virus n'a pas suffisamment muté, en tous les cas, n'a pas recombiné de manière